Bonjour à tous. Vous écoutez le podcast Mon cancer, ma fille et moi. Je m'appelle Camille et je vous partage ici mon expérience de la maladie, ce que j'ai vécu et ce que je vis encore, et tout ce que j'ai mis en place. Ma particularité, c'est que je partage aussi parfois le micro avec ma fille, qui vous raconte, avec ses mots à elle, comment elle vit cela, ses questionnements, ses craintes. Eh oui, c'est moi, je m'appelle Charlotte. Vous êtes prêts à écouter ma maman ? C'est parti ! Aujourd'hui, l'épisode va être divisé en 2 parties. Au début, nous serons ensemble, vous et moi. Et puis Charlotte nous rejoindra pour un petit jeu dans la deuxième partie du podcast. Vous l'aurez donc compris, l'épisode d'aujourd'hui est centré sur ma fille. La dernière fois, vous l'avez entendu parler avec aisance de mon cancer. Mais cela ne s'est pas fait du jour au lendemain. Les premières semaines, après la découverte de mon cancer, elle n'a pas prononcé un seul mot dessus. Il faut savoir que c'est une vraie pipelette. Ce n'est pas juste une expression. Du matin où elle ouvre un œil jusqu'au soir où elle s'endort, elle ne cesse de parler, non-stop. Où qu'elle soit, elle parle avec tout le monde. Et avec les choses, avec les objets aussi. Une fois, elle m'a même dit « Tu sais, maman, quand je rentre, je dis bonjour au mur de la maison. Parce que j'ai l'impression que papa et toi, vous ne leur parlez pas beaucoup. » Alors je l'avoue, nous ne parlons pas à nos murs. Et nous sommes pourtant nous-mêmes très bavards. C'était d'ailleurs un grand sujet de boutade quand mon mari faisait ses études supérieures. Tous ses copains lui demandaient d'arrêter de parler. Mais Charlotte, elle est encore un cran au-dessus. Alors, quand nous nous sommes rendus compte qu'elle ne parlait pas du tout de ce qui se passait dans notre vie au moment du diagnostic, forcément, en tant que parents, cela nous a inquiétés. Nous avons essayé de respecter son silence. Après tout, elle avait besoin de comprendre, de digérer, d'intégrer la nouvelle, elle aussi. Nous avions fait cela plutôt rapidement avec mon mari. Mais si elle avait besoin de davantage de temps, il fallait lui accorder. Pendant cette période, nous n'avons pas essayé de la forcer à parler. Mais quand même, on lui lançait quelques perches de temps en temps. N'hésite pas, ma chérie, si tu as envie de nous parler de quelque chose, de nous poser des questions, ou juste de nous dire ce que tu ressens, on est là. On ne mentionnait pas le cancer, elle aurait pu nous parler de n'importe quoi d'autre. Mais à part sa question le jour même pour savoir si j'allais mourir, rien ne sortait. Lors d'un rendez-vous chez sa pédiatre, j'avais écrit un petit message sur un papier. En résumé, ça disait « Je me permets de vous écrire ce message afin que ma fille n'entende pas cette discussion. J'ai appris récemment que je suis atteinte d'un cancer du sein. Ma fille était présente à l'annonce du diagnostic. Elle n'en parle pas du tout et cela nous inquiète. » J'ai glissé ce papier à la secrétaire qui m'a fait un signe de la tête, sans dire un mot, puis nous sommes allés dans la salle d'attente. Pendant le rendez-vous, la pédiatre, subtilement, au milieu des questions habituelles, a essayé d'orienter la discussion pour voir si Charlotte venait à en parler. Mais non, rien. Elle m'a alors remis les coordonnées de plusieurs psychologues si nous voulions en contacter un. Nous en avons discuté et nous voulions avec mon mari en contacter une. Nous en avons parlé avec Charlotte, nous lui avons demandé si elle en avait besoin ou simplement envie de parler à une personne de la maladie, de ce qu'il se passait dans notre vie actuellement. Elle a refusé. Elle n'était pas braquée, elle nous répondait juste que non, elle n'avait pas envie. Elle sous-entendait que si ça nous faisait plaisir à nous, alors oui, elle le ferait, mais que elle s'en fichait. Il n'était pas question pour nous de la forcer. Surtout qu'on sentait que cela ne témoignait pas d'un mal-être profond, on sentait que c'était une histoire de timing, que ce n'était pas le bon moment. On ne voulait surtout pas la brusquer davantage qu'elle ne l'était. On souhaitait l'accompagner au mieux, mais on était conscient qu'elle avait un travail à faire, elle-même, malheureusement, seule. Alors on se tenait prêt. En toute franchise, nous étions même en état d'alerte, à l'affût, prêts à bondir si elle avait laissé transparaître la moindre question ou la moindre angoisse. Mais à cet instant, nous ne pouvions rien faire de plus qu'être présents et lui faire sentir notre présence, tout en la laissant faire son chemin. C'était difficile. Sans revenir sur la culpabilité que je ressentais, car c'était moi qui étais à l'origine de cette situation. Je sentais bien que quelque chose se passait dans la tête de mon enfant, mais je n'y avais pas accès. Je pouvais juste l'entourer de tout mon amour et de temps en temps lui demander si elle souhaitait parler de quelque chose, à moi ou à une autre personne.
Je me souviens d'ailleurs qu'on lui avait également proposé de parler à un autre membre de la famille. Son oncle, sa tante, sa grand-mère peut-être. À sa marraine aussi, ou un ami de la famille. Qu'importait la personne vers qui elle allait se diriger. Heureusement pour nous, cela n'a pas duré longtemps. Enfin, un peu plus de 3 semaines quand même. Et ce n'est pas venu d'elle. Il y a eu un élément déclencheur. C'était la pose de mon porte-à-4, la chambre implantable. Ce fut un des événements les plus marquants de tout mon parcours de soins. Je vais d'ailleurs y consacrer le premier épisode de la 2e saison de ce podcast. Alors je ne rentrerai pas dans les détails ici, mais ce qu'il faut retenir, pour ma fille, c'est que je suis partie à la clinique, un mercredi matin, 6 jours avant ma première chimio. Ses grands-parents étaient descendus pour s'occuper d'elle ce jour-là, l'emmener à toutes ses activités, parce que mon mari était avec moi à la clinique. La pose du porte-à-4 s'est très bien passée, de manière chirurgicale. Mais moi, je l'ai très mal vécu. Alors, quand je suis rentrée à la maison, ce soir-là, j'avais mal, physiquement, et j'étais aussi très mal, psychologiquement. J'avais passé 1 heure de trajet en voiture à pleurer. Et je n'arrivais pas à bouger normalement parce que je ne m'étais pas encore habituée à ce corps étranger dans mon cou. Alors quand je suis rentrée chez moi, à la maison, je me souviens d'avoir vu en premier mon beau-père et de lui avoir de suite demandé où était Charlotte. Parce que je ne voulais pas qu'elle me voie comme ça. Mais je n'arrivais pas non plus à être autrement. Je n'arrivais pas à bouger ma tête normalement. Je n'arrivais pas à arrêter de pleurer. J'avais beau me répéter « Arrête, tu vas faire peur à Charlotte, calme-toi !» Je n'ai pas réussi. Et quand Charlotte a accouru vers moi pour me faire un câlin, comme à chaque fois qu'elle rentrait de l'école ou qu'on se retrouvait, elle s'est stoppée net. Et je l'ai vu dans son regard. J'ai compris. Je lui faisais peur. Elle est allée dans sa chambre, elle a pleuré, en se tenant les genoux contre son corps avec ses bras et en se balançant. Elle pleurait. Et ce jour-là, moi je n'avais rien à lui dire. J'ai bien essayé de la rassurer en lui disant « Oui, ça fait mal, c'est pour cette raison que je suis comme ça. Mais c'est normal, ne t'inquiète pas, ça va passer d'ici quelques jours. » Je n'y croyais pas moi-même. Je me demandais ce qui venait de me tomber dessus. Alors à mon avis, avec le recul, je n'ai pas dû être très convaincante. Elle a réussi à s'apaiser. La présence de ses grands-parents a beaucoup aidé à ce moment-là et je les remercie encore d'avoir été présents. On a partagé un repas en famille. Et au moment du coucher, quand je lui ai souhaité bonne nuit, sans que je n'ai posé de questions, elle m'a dit « Je veux bien parler à quelqu'un maintenant. » Et elle s'est retournée dans son lit, avant même que je réponde. De toute façon, je n'avais pas besoin de répondre. Elle savait très bien qu'on allait accéder à sa demande. Chose que nous avons faite plutôt rapidement d'ailleurs. Nous avons eu un premier rendez-vous, seuls, enfin avec la psychologue, mon mari et moi-même, mais sans Charlotte. Nous lui avons expliqué la raison de notre venue, la problématique. Nous avons également parlé de la personnalité de notre fille. Nous avons convenu de 4 rendez-vous dans un premier temps et que nous ferions un point à l'issue. Très bien, on part là-dessus. Elle a donc rencontré Charlotte en tête-à-tête une première fois. Nous avions prévenu Charlotte que nous l'avions nous-mêmes déjà rencontrée avant. Nous sommes toujours transparents avec elle, et on ne voulait pas qu'elle ait l'impression d'avoir été prise par surprise. Nous n'assistions pas aux entretiens. La psychologue était seule avec elle, mais mon mari, qui l'accompagnait, restait dans la salle d'attente. Il aurait pu partir pour faire une course par exemple, mais non, il restait dans les locaux, et Charlotte savait très bien qu'il était derrière la porte si elle en avait besoin. Au bout de 2 séances à peine, la psychologue nous a dit que Charlotte avait bien compris ce qu'il se passait, qu'elle en parlait sans problème, qu'elle pensait que ce n'était pas la peine de continuer. Nous avons préféré qu'elle fasse une séance de plus, et puis au bout de 3, c'était terminé. La psychologue nous a dit de ne pas hésiter à revenir vers elle s'il y avait un problème, mais le cas ne s'est jamais présenté. Est-ce que le porte-à-4 avait déclenché quelque chose ? Est-ce que parler à une psychologue lui a été bénéfique ? Est-ce que c'est nous-mêmes qui avons changé de comportement parce que rassurés par le fait qu'elle parle à quelqu'un, nous étions moins à l'affût de ses moindres sentiments ? Quoi qu'il en soit, quelque chose avait changé. Nous étions également au début des traitements. La première chimiothérapie était passée, on rentrait dans le cœur de la bataille, alors peut-être que ni elle ni nous n'avions du temps et de l'énergie à dépenser dans l'analyse de nos sentiments. On les vivait, c'était tout.
il y a un aspect sur lequel je tiens à insister. Avec l'arrivée du diagnostic, arrive également une foule de nouveaux mots. Cancer, tumeur, chimiothérapie, oncologue, et j'en passe. Et même si nous faisions attention avec Sébastien à discuter de ces choses-là quand Charlotte n'était pas présente, un terme ressortait malgré tout de temps en temps. Sans parler de ses oreilles qui traînaient quand j'étais au téléphone, par exemple. Alors nous avons naturellement expliqué à Charlotte chaque terme quand elle en entendait un. Parce que parfois, quand on ignore quelque chose, on s'imagine des choses bien pires. Mes sujets de discussion, que ce soit avec mon mari ou avec mes amis, avaient changé. En général, chaque coup de téléphone commençait en donnant des nouvelles de mon état. Et même si ce n'était pas forcément négatif, ça confrontait Charlotte à un nouveau champ lexical. On ne pouvait pas y faire grand-chose. Il fallait alors démystifier tout cela. Qu'elle entende les mots, c'était une chose. Qu'elle les comprenne, honnêtement, je m'en fichais. Mais il ne fallait pas qu'il lui fasse peur. Alors, quand la situation se présentait, on lui expliquait la définition d'un mot. On en épelait un autre. Ils étaient logés à la même enseigne que les mots de ses dictées, qu'on lui faisait parfois réciter en voiture. C'était juste de nouveaux mots à son vocabulaire. Des mots qu'on aurait aimé qu'elle n'entende jamais, et surtout pas si jeune. Mais ça, on ne pouvait pas le changer. Une nouvelle fois, nous ne pouvions changer que sa manière de les appréhender. Dans cette deuxième partie du podcast, nous retrouvons donc Charlotte, qui m'a rejointe pour un petit jeu. Le titre, Question pour une fille de pirate, est inspiré du livre pour enfants Ma maman est une pirate, de Karine Suregu et Rémi Saillard. Je suis désolée si j'écorche la phonétique des noms. C'est un des livres qui nous a beaucoup aidés avec Charlotte. Dans notre petit jeu, donc, je vais énoncer des définitions et Charlotte va devoir trouver le terme adéquat. Charlotte, est-ce que tu veux dire un mot pour dire bonjour à nos auditeurs ? Bonjour. Est-ce que tu comprends que quand on enregistre comme ça un podcast, en fait, il y a des gens partout en France qui vont écouter ce qu'on va dire ? Oui. Très bien. Alors, est-ce que tu es prête pour commencer le jeu ? Oui, je suis prête. Je vais te rappeler la règle. Je te donne une définition, comme dans un dictionnaire, et toi, tu dois me donner le bon mot. D'accord ? Donc, il va y avoir 10 questions, donc il va y avoir 10 points. Pour l'occasion, je t'ai même acheté un petit buzzer, donc on va le faire coûter une première fois. Vas-y, buzz. Voilà, donc dès que tu as la réponse, tu appuies sur le buzzer, t'attends que la musique soit terminée, et puis tu me donnes la réponse. Ok. Très bien, c'est parti. Quel est le médecin qui fait des opérations, soit pour enlever la tumeur, soit pour enlever les ganglions ou le sein? Il travaille dans un bureau et dans un bloc opératoire. Chirurgien. Oui, chirurgien, c'est ça, tout à fait. Ensuite, donc un point. Quel est le nom du boîtier par lequel sont injectés les produits de chimiothérapie? Lumière. Oui, c'est vrai, le mien il s'appelle Lumière, mais pour toutes les autres personnes, il s'appelle comment? Porte-à-4. Porte-à-4, tout à fait. Quel est le nom de l'examen qu'on passe pour prendre une radio des seins? On aplatit le sein entre deux plaques pour voir une grande image. Mammo. Oui, une mammo, alors une mammographie. Quel est le médecin qui est spécialisé dans les cancers? L'oncologue. Oui, c'est ça, l'oncologue. Comment appelle-t-on le code qui programme les cellules? C'est grâce à cette analyse qu'on peut savoir si on a plus de chances ou pas de développer un cancer. Et c'est souvent lié à la famille. Génétique. Oui, c'est ça, ma chérie. Justement, en parlant de génétique, est-ce que tu te souviens du nom du gène? BRCA2. Oui, alors effectivement, pour moi, c'est le BRCA2 et il y a aussi le BRCA1. Alors, pour l'instant, tu as tout juste. On continue? Oui. Comment appelle-t-on l'opération pendant laquelle on enlève le sein?
Mastocratie? C'est la mastectomie. Tu avais le début. Ensuite, attention, cette question, normalement elle est simple. Dès que tu as la réponse, même avant que j'ai fini de dire la définition, tu peux buzzer. Comment appelle-t-on le moment où le cancer dort? On le surveille juste, mais il n'y a pas de traitement. Rémission. Oui, c'est bien. La rémission. Ça, c'est la question la plus difficile. Comment appelle-t-on le système qui permet de protéger notre corps contre les maladies, contre les virus, les bactéries, quand on est attaqué? Nous, on appelle ça les boucliers, et le vrai nom, c'est le système Immunothique. immunitaire. Le système immunitaire. Très bien. Bon, c'était la plus difficile, celle-ci. Maintenant, dernière question. Comment appelle-t-on ce qu'on met sur la tête avec des faux cheveux pour cacher notre... Une perruque. Oui, une perruque, tout à fait. Allez, une petite question bonus. Est-ce que tu peux fermer les yeux? Ok. Merci. Alors, je vais mettre un sablier, tu gardes les yeux fermés et tu vas me citer tous les mots qui te font penser au cancer. Allez, je compte jusqu'à 3, garde les yeux fermés, je lance le chrono et tu ne buzzes pas. T'en as pas besoin, tu me dis juste tous les mots qui te passent par la tête quand on parle du cancer. 1, 2, 3. Chimiothérapie, radiothérapie, cancer du sein, oncologue, chirurgie, bactéries, immunothérapie, médecin, radiographie. Super! C'est génial, ma chérie, tu m'en as dit vraiment beaucoup. Hein. Et alors justement, tous ces mots-là, tu en penses quoi? C'est des mots comme les autres. D'accord, merci. Est-ce que tu veux dire au revoir à nos auditeurs? Au revoir! Je vous reprends, sans Charlotte, pour le mot de la fin. Le cancer, ce n'est pas drôle du tout. Il y a des tas de choses qui peuvent effrayer. Le but de ce jeu n'est pas de rendre le cancer fun. Je n'ai pas cherché non plus à minimiser la situation à Charlotte. À aucun moment. Mais à présent, elle va vivre pendant plusieurs mois dans un contexte familial bien particulier. Je voulais l'aider à parler, et surtout qu'elle n'ait pas peur. Je ne voulais pas non plus qu'elle se sente exclue. Parler de cancer devant quelqu'un qui n'est pas familiarisé avec cette maladie, que ce soit un enfant ou un adulte d'ailleurs, c'est comme parler une langue étrangère. J'ai remarqué que pour elle, prononcer un mot, cela ne lui donne pas davantage de poids dans la réalité. Peut-être parce qu'elle est en phase d'apprentissage et qu'elle apprend plein de nouveaux mots chaque jour. Mais les mots ne lui font pas peur. Lui donner le vocabulaire, c'était aussi lui permettre de s'exprimer, de dire ce qu'elle ne comprend pas, ou parfois qu'elle s'en fiche tout simplement. Mais au moins, elle a les clés en main et elle peut les utiliser si elle en a besoin. Le prochain épisode sera l'épisode final de la saison 1, celui dans lequel je réponds aux questions que vous me posez. Alors n'hésitez pas à me les faire parvenir par Instagram, sur le site internet ou par mail. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin et j'espère que cela vous a apporté quelque chose. Si cela vous intéresse, je vous invite à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez également y laisser un avis pour nous faire part de votre soutien. Vous pouvez me suivre et être informé des nouveautés sur le site internet www.moncancermafilleetmoi.com, tout attaché, ou sur la page Instagram. Si vous avez dans votre entourage des personnes qui peuvent être intéressées par notre histoire, n'hésitez pas à partager pour que nos voix puissent atteindre ceux qui en ont besoin. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Merci mesdames et messieurs d'avoir écouté ma maman. Bonne journée!